Bonjour Solène, merci de nous accueillir ici à Lagny-sur-Marne, au QG de William Saurin. Donc je suis venue faire l'ambassadrice et te poser les petites questions des bonnes copines. Alors, on va commencer par notre question habituelle. Qui es-tu donc, Solène ? Donc déjà, bienvenue chez William Saurin aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Solène, effectivement. J'ai 10 ans d'expérience en marketing dans le secteur de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis chef de la marque William Saurin. J'ai aussi une pensée pour Maxence et Philippe qui travaillent sur la marque également. Sinon, j'ai déjà travaillé sur les marchés des chips auparavant et aussi sur des marques qui opèrent également en plats cuisinés, donc rayon frais, rayon surgelé. On peut dire aujourd'hui que j'ai visité tous les rayons puisque William Saurin est dans le rayon ambiant. Sur le plan un peu plus personnel, parce que j'anticipe ta question, je viens d'avoir 33 ans il y a quelques jours. J'habite en région parisienne, je viens de Nancy en Lorraine. J'aime beaucoup le sport et en ce moment, c'est le badminton. Et qu'est-ce qui t'éclate à travailler chez William Saurin ? C'est quand même super d'avoir la responsabilité d'une marque dans sa globalité, ses produits, ses innovations. Et je me suis aperçue que la marque William Saurin avait une vraie cote d'amour auprès de ses consommateurs fidèles. D'ailleurs, c'est la marque qui vend le plus de plats cuisinés, tout rayon confondu en grande et moyenne surface. Et il y a une vraie raison pour ça. Et donc voilà, mon défi, c'est de faire découvrir cette marque aux non-consommateurs et enlever, dépoussiérer toute cette fausse image qu'on a autour de William Saurin. On avait une question assez rigolote qui est arrivée. On s'est dit qu'on avait envie de te la poser. Une bonne copine qui nous disait « Peux-tu éclaircir ce mystère ? Qui est donc William ?» C'est une très bonne question. Donc William a existé. Pour de vrai. Pour de vrai. C'était un charmant jeune homme qui est né à la fin du 19e siècle aux portes de Paris. Et en 1898, très précisément, il a ouvert une épicerie fine dans le cœur de Paris avec sa compagne Marie qui venait de Lorraine. Comme moi. Merci de le souligner. Et donc, si vous voulez voir à quoi il ressemble, j'ai retrouvé une photo d'époque. Donc, il est ici au milieu et il pose devant son officine avec sa famille qui l'aidait effectivement à tenir le commerce familial. Et il est beau garçon en plus. Il a l'air pas mal, effectivement. À l'époque, il était très réputé pour déjà ses recettes traditionnelles françaises autour de plats mijotés. Il avait une renommée autour de la choucroute. Il avait une belle famille qui venait de l'Est de la France, donc je pense qu'il y a eu quelques influences. Alors, un petit mot, qu'est-ce que ça veut dire, plat cuisiné en conserve ? Pourquoi est-ce qu'il se conserve ? C'est qu'il y a une cuisson intense qui permet effectivement de garder les produits longtemps sans avoir besoin de rajouter de conservateurs. Donc, ce qu'on appelle l'apertisation. Plat cuisiné apertisé. Monsieur Appert était français, ça a été mis en place en France. Et donc William Saurin a profité de cette technologie, de cette avancée mondiale, on peut dire ça, pour effectivement conditionner ses produits et après pouvoir les déguster quand on voulait sur les tables françaises. En plus, à l'époque, c'était vraiment l'époque de la bonne table, on a envie de bien manger, c'était un moment très convivial. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine français. Et il faut savoir qu'il a grandi, c'est-à-dire de l'artisanat, il est passé au monde industriel. Il a ouvert sa première usine, là où on est aujourd'hui à Lagny-sur-Marne. Pourquoi Lagny-sur-Marne ? Pour deux raisons. La première, il adorait le sport, il faisait de l'aviron. Le club d'aviron était à Lagny-sur-Marne, donc très pratique, travail, sport. Et la deuxième raison, c'était aussi pour se rapprocher de ses fournisseurs en viande, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment les ingrédients les plus frais possibles. Et donc, il se rapprochait de ses éleveurs de porc, de bœuf. Et effectivement, la qualité des ingrédients, c'est la condition sine qua non pour avoir une bonne apertisation et une bonne conservation des produits. On serait très curieuse aussi de savoir si William Saurin fait partie d'un grand groupe. William Saurin est déjà une PME indépendante, franco-française, mais elle appartient effectivement, c'est un composant d'un grand groupe industriel agroalimentaire français détenu en fonds propres par notre présidente directrice générale. Et il faut savoir aussi qu'on a beaucoup d'usines un peu partout en France. Quand on se balade et qu'on fait ses courses dans les rayons des supermarchés, il y a énormément de choix sur tout ce qui est plats cuisinés. Et du fait, on a eu beaucoup de bonnes copines qui nous ont demandé en quoi ces cocottes se différenciaient des autres plats cuisinés. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? J'ai envie de dire déjà qu'elles sont mignonnes, première chose. Ça, c'est vrai. Très bien. Colorées. Et donc, c'est déjà un petit descriptif rapide. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des plats cuisinés individuels tout prêts. Donc, on peut avoir un bœuf bourguignon prêt en 3 minutes au micro-ondes. Je défie quiconque de réussir à faire un petit plat mijoté en si peu de temps. Ces produits sont de qualité supérieure en termes de choix aussi des ingrédients, etc. On est sur des recettes qui doivent plaire à tous avec différents types de cuisine. Donc on a déjà les cocottes rouges effectivement sur une cuisine plus traditionnelle, comme par exemple un bœuf bourguignon, petit salé aux lentilles. On a aussi les petites cocottes jaunes donc sur une cuisine plus du sud, plus équilibrée. Ici par exemple un poulet au citron. Et les petites dernières, donc les cocottes bleues avec des produits autour de fruits de mer, de poissons, avec ici par exemple une paella de fruits de mer où on vient de lancer un saumon fondu de poireaux.
Mais l'ADN de base de William Saurin, c'est toujours la cuisine française traditionnelle, c'est ça? La cuisine française traditionnelle, et je vais rajouter aussi un qualificatif, c'est mitonné. Et donc la cocotte, c'est l'emblème de la cuisine mitonnée. Et clairement, on a envie aussi de manger à l'intérieur. On peut se dire aussi que c'est un plat qui est rassasiant, hein, parce qu'on est environ à 400 grammes, alors que les plats cuisinés individuels sont plutôt autour de 300 grammes, donc on a plus de produits, mais toujours avec un apport calorique maîtrisé. On est à moins de 10% de matière grasse au global, donc on n'a pas à se soucier par rapport à la ligne. On l'a fait pour les bonnes copines ou les consommateurs, on a réfléchi en amont. C'est vraiment des recettes équilibrées, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Alors maintenant, papotons cocottes. Très bien. Entre cocottes, Solène. Est-ce que les fameuses cocottes dont tu viens de nous parler sont recyclables? Les cocottes sont recyclables, c'est-à-dire la partie bol et la partie couvercle, aucun souci, vous mettez dans votre poubelle jaune ou verte selon les régions. Il y a juste le petit opercule à l'intérieur qui aujourd'hui ne l'est pas, mais on est en train de travailler d'ailleurs. C'est effectivement un des sujets sur lesquels notre recherche et développement travaille pour que la cocotte demain soit à 100% recyclable. Mais au-delà de la recyclabilité, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu plus. Et aujourd'hui, les cocottes sont réutilisables et c'est surtout ça qui nous intéresse. Vous pouvez de nouveau cuisiner, les conserver au congélateur dans la cocotte et les réchauffer après au micro-ondes. Ça a été conçu pour plusieurs réutilisations en fait derrière. Et pourquoi pas penser aussi à d'autres usages chez soi. Je compte sur mes bonnes cocottes pour avoir plein d'idées originales. Et du fait, on est plus que sur du recyclable, on est carrément sur du réutilisable. Et je pense que c'est le recyclage 2.0, effectivement. Carrément, génial. Je garde l'idée. Et où sont cuisinées ces fameuses cocottes? Et bien, comme tous les produits William Saurin en France, et ces cocottes particulièrement à Rodez, qui se trouve dans le sud-ouest de la France. Une question qui est revenue aussi assez régulièrement, c'était « Je suis intolérante au lactose et c'est un mal de plus en plus répandu ». Est-ce que William Saurin fait des plats sans lactose? Et est-ce que vous travaillez sur ces questions comme le lactose, l'allergie au lactose, au gluten? Alors au-delà du lactose, c'est évident, on est sensibilisé aux questions d'allergie alimentaire. Donc déjà aujourd'hui, on les indique clairement sur les packagings quand il y en a. La R&D travaille à diminuer ces allergènes et au-delà des allergènes, il y a aussi les additifs. Et notre objectif est de clairement les supprimer à terme et donc de plus en plus, on va sur des produits de plus en plus naturels avec de moins en moins de E. Et pour terminer, les bonnes copines sont toujours très curieuses d'en savoir plus sur les engagements environnementaux et sociétaux des entreprises et des marques. Chez William Saurin, ça fait partie de vos sujets? C'est vrai qu'on constate que de plus en plus les consommateurs se posent les questions sur les produits, mais aussi sur ce qui se passe en amont, et c'est tout à fait logique. Donc évidemment, comme beaucoup de sociétés, c'est un sujet important pour nous aussi. C'est dans les gènes de la marque. William Saurin, déjà à l'époque, faisait attention à la qualité de ses produits, mais aussi à ses procédés de fabrication, qu'on essaye de notre côté de respecter au mieux. Au-delà de ça, on a parlé un petit peu avec les cocottes recyclables, mais aujourd'hui, tous nos emballages sont 100% recyclables et on travaille aussi à optimiser nos transports pour diminuer notre empreinte carbone. Donc ça, c'est un chantier qui a déjà été bien mené. Également, le comité de direction suit des indicateurs sociétaux régulièrement sur la réduction de consommation d'eau, mais également à rationaliser les énergies type gaz, électricité, et également à diminuer les déchets qu'on génère évidemment. On met en place également un groupe de projets. Le but ultime, c'est d'avoir la qualification ISO 50001. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un terme très technique qui nous donnerait un label de qualité encore plus fort sur la partie environnementale. Le but, c'est de savoir, au-delà de diminuer les énergies qu'on utilise, c'est savoir les récupérer, les recycler en interne. La chaleur, le froid, etc. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ont entamé cette démarche et on souhaite être rejoint très rapidement par d'autres pour réussir ensemble à aller vraiment vers une empreinte minimale par rapport à l'environnement et l'écologie en général. On est tout avec vous dans cette démarche. Super. Alors, comme beaucoup de bonnes copines nous ont posé des questions autour de tout ce qui était traçabilité, qualité des produits, Solène nous a connectés avec un homme, Jérôme, qui va répondre à vos questions, mes bonnes copines. Alors, c'est toi, le fameux Jérôme dont nous a parlé Solène? C'est moi-même. Bonjour Florence. Écoute, j'ai plein de questions pour toi de bonne copine et pour commencer, je te propose de te présenter. Alors, donc, chez William Saurin, eh bien, je représente la fonction de direction qualité et recherche et développement en m'occupant en fait de toutes les équipes recherche et développement qui vont mettre au point les produits et les équipes qualité à la fois siège et sur les usines.
Donc après mon parcours, très rapidement, donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans l'agroalimentaire, beaucoup dans le frais, mais en fait à travers mon parcours, je me suis toujours attaché aux produits, et vraiment énormément aux produits. Et ça, en travaillant à la fois sur différents types de métiers, donc qui me permet de connaître le frais, le surgelé, l'apertisé aujourd'hui. Et à titre perso, qui es-tu? Et à titre perso, je suis toujours Jérôme. Je suis marié. Donc, Il va y avoir 34 000 déçus, c'est ça? Voilà. Marié, j'ai 4 enfants. Une famille nombreuse. Oui. Donc tu connais notre quotidien de femmes d'aujourd'hui? Je connais votre quotidien, je connais les contraintes et même les produits avant même que vous les achetiez et que vous les consommiez. Eh bien, très souvent, en fait, ma famille devient un peu un laboratoire. Test. Voilà, un laboratoire test pour tester les innovations qu'on va mettre au point ou les améliorations des produits existants. Alors, les bonnes copines sont très intéressées par tout ce qui est traçabilité, qualité des produits, etc. Donc, on a une question très récurrente qui était comment sont sélectionnés les ingrédients dans les cocottes? Et dans les produits William Saurin, y a-t-il toujours un traçage des viandes cuisinées? Premièrement, sur la sélection des ingrédients, déjà, ça se passe dès le développement de la recette avec les équipes recherche et développement, où là, fondamentalement, en tout cas chez William Saurin, ils vont choisir un ingrédient d'abord pour ses qualités intrinsèques, c'est-à-dire les qualités gustatives, les qualités de la texture du produit, de la viande, du légume qui va être mis. Et puis, ces aptitudes aussi à être transformées dans un plat cuisiné, parce qu'on peut avoir un très bon ingrédient à la base qui ne va pas supporter certaines cuissons et devenir un mauvais produit. Donc, tout le jeu, c'est vraiment de choisir les bons produits en fonction C'est une question d'expérience, j'imagine. Voilà, donc ça, c'est l'expérience des équipes R&D et savoir connaître un peu aussi les matières qu'on va utiliser, les ingrédients, les différents ingrédients. Mais à côté de ça, ce qui est important et ce qu'on veut à William Saurin, c'est bien lier en permanence les compétences culinaires de développement avec la qualité. Et quand je parle qualité, c'est la qualité des produits, mais aussi la qualité au sens large de sécurité des produits. C'est d'ailleurs pour ça que je suis directeur R&D et qualité. C'est relié directement. Grouper l'ensemble. Voilà. Et donc, dès le développement, en fait, les équipes R&D sont en lien avec les services qualité, parce qu'une fois qu'ils auront trouvé les ingrédients qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans une nouvelle recette, tout de suite, on va embrayer des démarches assez formalisées avec les services qualité, avec nos fournisseurs, pour pouvoir créer un cahier des charges, en fait, qui va expliquer très clairement la matière qu'on veut, la définir en termes de gustatif, de caractéristiques dimensionnelles, de poids, de type de morceaux qu'on veut, mais également en termes d'origine géographique, en termes de caractéristiques chimiques, c'est-à-dire le pourcentage de lipides et autres, pour faire attention à tous ces paramètres-là. Donc en fait, c'est une traçabilité dès le début, en fait, c'est ça? Alors là, on n'est même pas encore dans la traçabilité, on est dans la définition du produit, mais ça va être une définition très pointue, qui va donner lieu en fait à des cahiers des charges qu'on va écrire pour chaque ingrédient. On a un cahier des charges qu'on écrit avec nos fournisseurs, on se met d'accord dessus, le fournisseur s'engage. Et ensuite, les acheteurs vont pouvoir acheter la quantité nécessaire d'ingrédients que la R&D a souhaité pour mettre au point une recette. Ensuite, à côté de ça, on a toute la traçabilité du produit qui est assurée dès le début, en fait, dès le sourcing et l'achat de la matière jusqu'au produit fini qui est en magasin. À tout instant, on maîtrise la traçabilité complète des ingrédients qui sont mis en œuvre, et notamment aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup des viandes, notamment des viandes, où le système, d'ailleurs, en 3 heures, peut permettre de faire une traçabilité complète de produits qui sont sur le marché. On a choisi, pour accentuer un peu ces côtés-là de maîtrise des ingrédients, on a choisi, il y a 2 ans, de créer une charte de développement dans laquelle en fait, on s'interdit certaines origines de matières, on souhaite développer des produits sans exhausteur de goût, sans colorant. Donc on a une charte dans laquelle la R&D travaille. Que vous imposez à vous-même en fait, c'est ça? Qu'on s'impose à nous-mêmes, qu'on s'est écrit, qu'on a discuté à plusieurs équipes autour d'une table pour définir un peu ce qu'on voulait. Et la R&D travaille avec cette charte. Et ensuite, on a une autre charte d'approvisionnement où là, avec nos fournisseurs, on les oblige à s'engager sur une pleine maîtrise de la traçabilité des ingrédients qu'ils vont nous fournir. Donc, c'est-à-dire chez eux aussi, maîtriser leurs propres fournisseurs.
Et ça, tout ça, bien sûr, en troisième lieu, eh ben, on va contrôler tout ça au fur et à mesure des fabrications des produits. Donc, à la réception des produits, on a tous les contrôles nécessaires pour s'assurer que l'ingrédient qu'on a acheté est celui que la R&D avait souhaité à l'origine de la recette, pour s'assurer que les caractéristiques du produit sont bonnes et pour s'assurer aussi que ça vient des bonnes zones géographiques qu'on souhaite et tout le respect du cahier des charges, en fait. Plusieurs bonnes copines nous ont demandé aussi de t'interroger sur quelle garantie peut-on avoir sur les contenants des plats préparés par rapport au plastique utilisé, notamment concernant la problématique des perturbateurs endocriniens. William Saurin, c'est aussi beaucoup des boîtes de conserve dans lesquelles vos meilleures copines, vos bonnes copines, pardon, ont sans doute entendu parler des BPA, bisphénol A. Oui, exact. Donc là, William Saurin a été proactif dans cette démarche-là. Et on a, au-delà de ce qui est fait avec les interprofessions et les fournisseurs de boîtes, on a nous-mêmes testé chez nous, sur toutes nos gammes, les différentes solutions de nouveaux emballages. Et là encore, la R&D, moi-même et d'autres, on a goûté les produits pour vérifier qu'il n'y avait vraiment pas de problématique de transfert. Et on est aujourd'hui en train de basculer tous nos emballages avec des emballages sans BPA. D'accord, très bien. Voilà. Donc bien avant la réglementation qui imposera ça aux fabricants l'année prochaine. Donc nous, au même titre que je viens de vous parler du développement un peu des recettes, des produits et des ingrédients, on a exactement la même démarche sur les emballages. Donc bien évidemment, on caractérise, je vais dire un petit peu les caractéristiques de l'emballage, à quoi il doit répondre comme contrainte. Et ensuite, on a des normes, des textes réglementaires auxquels les emballages doivent répondre. On a des normes et des contrôles internes qu'on met en place. Et en fait, on a un laboratoire interne. Et donc, la responsable laboratoire est assez spécialisée dans ces questions d'emballage. On va demander à nos fournisseurs d'emballage de s'engager sur les produits qu'ils nous livrent, de nous fournir les fiches techniques complètes et exhaustives avec toutes les caractéristiques et les normes réglementaires auxquelles on doit répondre. Et également nous fournir ce qu'on appelle des certificats en fait, d'alimentarité qui prouvent en fait qu'ils ont vérifié chez eux qu'il n'y a pas de transfert de molécules chimiques qui vont se passer sur nos plats cuisinés. Et si, pour des raisons X, notre responsable laboratoire a des doutes ou des interrogations ou des points qui ne sont pas exhaustifs pour elle, voire parfois des fournisseurs qui n'ont pas réussi à nous donner les documents, dans ce cas-là, elle lance elle-même toute la démarche en fait, d'analyse avec des laboratoires externes tels que Eurofins ou d'autres, pour nous-mêmes faire ces tests de migration et autres. On cautionne et on vérifie tout ce qu'on fait. Merci beaucoup Jérôme pour toutes les réponses à ces questions de bonnes copines. Et puis mes bonnes copines, moi j'ai envie de vous dire bonne dégustation, découvrez les cocottes, dites-nous ce que vous en aurez pensé, on attend tous vos retours. À très bientôt, bye bye.